À toutes et à tous, bienvenue donc dans notre 11e édition de l'Insight de CoCoWorker, cette fois-ci qui aura comme thème le management à distance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Faustine Violier, donc je suis la fondatrice de CoCoWorker, et Thierry Paulier qui nous accompagne sur la partie intelligence émotionnelle et qui a travaillé plus de 10 ans sur le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas CoCoWorker, donc une brève présentation. Donc, on accompagne en fait les entreprises de toute taille et de tout secteur à améliorer le bien-être, la motivation et la performance des collaborateurs. Et on le fait notamment en les formant à l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'on aide les managers et les collaborateurs à mieux comprendre, identifier et gérer leurs émotions au travail, ce qui est important puisque nos émotions en fait influencent sur nos relations aux autres. Donc des émotions négatives comme la peur et l'envie vont en fait nous séparer, nous délier, alors que des émotions positives comme la gratitude et l'admiration vont nous unir, nous lier. Donc on cherche chacun finalement à faire comprendre, à découvrir un peu plus nos émotions, même si on a bien entendu le sentiment quand même de les comprendre à peu près bien, mais de mieux les comprendre pour mieux les gérer et du coup avoir de meilleures relations aux autres. Et c'est absolument clé parce qu'on sait que nos relations en fait déterminent notre motivation et notre bien-être. Et comme également on parle de compétences qui restent des compétences comportementales, c'est absolument de pratiquer pour les développer. Donc on a notre solution digitale qui vient en appui et qui permet à chacun de se partager régulièrement des paroles valorisantes, donc de se créer des émotions positives en se partageant des bravos, des merci, des pardons et des soutiens de façon régulière pour permettre justement de créer un environnement de confiance, de bienveillance pour faire en sorte aussi d'atténuer parfois l'agressivité qui peut forcément ressurgir dans les relations comme partout, hein, mais de faire en sorte de créer et de renforcer les liens affectifs entre les personnes, développer la connaissance de soi, la connaissance des autres, et faire en sorte que tout simplement on ait envie de se donner à fond dans le travail et d'être épanoui grâce à notre bonne relation avec les autres. Voilà pour notre solution digitale donc, qui propose, donc, comme je disais, formation continue et mise en pratique. Et l'idée de ces insights de lundi, c'est d'explorer des problématiques RH et managériales. Et celle qui revient très souvent, c'est forcément le management à distance, puisqu'on sait bien que la pandémie nous a un peu forcés à télétravailler et que ça implique de nombreux changements à faire dans son management. En tout cas, ça implique de nouveaux défis. Et on avait envie, en tout cas, de vous apporter quelques éclairages de notre part sur ce sujet-là. Bien entendu, comme toujours, vos questions sont les bienvenues. L'idée, c'est de pouvoir rebondir dessus, même si à la fin de notre présentation, on dédie forcément un temps pour les explorer davantage. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous les partager au fur et à mesure. Je regarde souvent mon portable pour pouvoir réagir. Voilà, écoutez, on va commencer. Donc moi, la première question que j'avais envie de poser, en tout cas, c'était déjà pour s'assurer, bien poser le contexte comme toujours. Quel est le grand défi du management à distance finalement, Thierry ? Alors, le grand défi, je dirais, c'est que la distance, logiquement, éloigne les gens et crée justement de la distance entre les personnes. Et donc, le grand défi, ça va être de veiller à ce que les relations ne se distendent pas, ne s'étiolent pas, ne se détériorent pas. Et même, je dirais, le plus grand enjeu, ce serait même d'essayer de voir comment on peut, dans un contexte où on est à distance, se sentir plus proches les uns des autres. Et donc, comment on peut renforcer les liens en dépit du fait que l'on est éloignés les uns des autres. Et c'est un peu ce paradoxe, c'est comment, en dépit de l'éloignement, se sentir plus proche. Et un des vecteurs pour le faire, c'est les émotions, c'est-à-dire que les émotions créent de l'attachement, créent de la complicité, créent de la proximité, créent de l'intimité. Et donc, comment mettre en place un management plus attentif, plus attentionné, plus bienveillant, plus exemplaire, et comment donc du coup investir davantage dans le modus vivendi, c'est-à-dire le vivre ensemble, qui justement dans ce contexte-là est éclaté, chacun est isolé, plus que sur le modus operandi, c'est-à-dire plus sur le management de personnes et d'équipes, mais je dirais les conditions étant que nous sommes chacun devant un écran, donc en tête-à-tête, donc les conditions sont propices à faire du management de personnes et à travailler après le management d'équipe, de vivre ensemble, plutôt que, en plus du modus operandi qui est évidemment de travailler ensemble, mais ça, je dirais, c'est la routine habituelle, c'est de travailler, de répartir le travail et de travailler ensemble. Mais là, c'est de pouvoir mettre l'accent sur la qualité des relations
pour éviter qu'elles s'étiolent et surtout essayer de les renforcer et justement de sortir de cette crise avec un capital de gratitude mutuelle qui permettra d'avoir un plus grand attachement, une plus grande confiance mutuelle et une plus grande fidélité. Donc là, finalement, c'est l'idée que le manager doit se focaliser davantage sur la dimension relationnelle de son travail plus que la dimension opérationnelle. Oui, voilà. Donc, gestion de projet versus gestion des hommes, finalement, des relations. Exactement. En tout cas, les circonstances nous conduisent à ça, et je dirais que donc de travailler sur les affects et les ressentis des personnes. Et je dirais que l'occasion particulière de ce confinement, c'est le temps de la compassion, c'est-à-dire que en tant que manager, développer son empathie, développer son écoute, développer son attention pour percevoir le ressenti des personnes, la souffrance des personnes, parce que en l'occurrence, voilà, on souffre tous de ce confinement, on souffre tous de cet isolement. Beaucoup de gens sont en détresse, et donc c'est cette souffrance à laquelle il faut être plus attentif dans ces circonstances particulières que dans le temps normal, voilà, dans la vie normale de l'entreprise, où le manager n'a pas forcément à se soucier de ça. Là, il a nécessairement des collaborateurs qui sont en souffrance, plus ou moins importante. Les gens isolés, seuls, sont certainement plus en souffrance que les autres, parce qu'ils souffrent de cet isolement, ils souffrent de la solitude. Et donc là, c'est un appel, je veux dire, à davantage de compassion pour pouvoir ressentir la souffrance des gens autour de soi, pour y répondre par des paroles bienveillantes, d'encouragement, de consolation, de partage, et donc être plus dans la relation que d'habitude. Finalement, la pandémie nous a un peu révélé l'importance des relations au travail. C'est-à-dire que quand on voit cette slide-là, on peut se dire aussi, on a toujours un peu le sentiment, ça va être un peu béni oui, un management bienveillant, etc. C'est pas le monde des bisounours, mais on a vu le pire aussi. On a vu ce que pouvait créer tout simplement l'absence d'une attention à l'autre, de de ne pas prendre le pouls finalement pour savoir comment ils allaient. On assiste quand même à des détresses psychologiques très fortes, des problématiques même sur la gestion de projet parce que les personnes ne vont pas bien, n'arrivent pas à travailler ensemble à distance. Donc finalement, le grand défi ici, c'est finalement de remettre en perspective l'importance du relationnel et l'importance de se dédier un temps pour développer ce management exemplaire et attentif. Oui, parce qu'un manager, c'est un meneur d'hommes et de femmes, donc il a une dimension vraiment, il y a une dimension forte relationnelle dans ses responsabilités, et c'est là qu'elle doit se déployer le plus, je dirais, dans ces circonstances particulières où les gens sont en souffrance, en détresse, et il doit veiller à ce que ces personnes le soient le moins possible et essayer de faire tout ce qu'il peut pour adoucir cette période. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir. On va voir quels sont les moyens qu'il peut essayer de mettre en œuvre pour créer justement des occasions d'admiration et de gratitude, c'est-à-dire à travers son exemplarité et sa bienveillance, susciter chez ses collaborateurs de l'admiration et de la gratitude, qui sont les émotions de l'attachement. Donc, c'est ça qui crée du lien entre les personnes. Et justement, par où commencer pour bien manager à distance? Oui. On va reprendre notre fameux... Voilà, donc bien par d'autres, on va regarder les 5 vecteurs à la fois du bien-être, de la motivation, mais aussi de la souffrance, et sur lesquels un manager peut agir. Alors, il y en a sur les 5, on va dire qu'il y en a 4 qui sont impactés. L'un, voilà, on va laisser de côté la rémunération au travail, mais il y en a un qui l'est plus particulièrement encore, c'est le lieu du travail. C'est le lieu de travail, voilà, puisque du coup, on a un renversement de perspective. Avant, c'est l'entreprise qui offre le lieu de travail à ses collaborateurs, et maintenant, c'est tout un temps un renversement complet, puisque c'est les collaborateurs qui offrent leur lieu de travail à l'entreprise. Et donc, le lieu de travail est un vecteur de bien-être ou de souffrance au travail. Et donc, je dirais que les managers doivent être soucieux de sonder la qualité du lieu et des conditions de travail dont bénéficient ses collaborateurs. Donc, voilà, ne serait-ce que d'abord par un questionnement, c'est-à-dire avoir le souci de poser des questions sur ces conditions. Est-ce qu'ils souffrent, voilà, est-ce qu'ils sont un peu trop à l'étroit, s'ils se sentent, ils souffrent de l'exiguïté dans laquelle
ils sont enfermés. Donc, s'interroger, donc, là, particulièrement pour les personnes qui vivent seules, ou s'ils disposent d'un espace de travail dédié, s'ils sont en couple ou en famille, et de voir comment trouver là, il faut être créatif, comment on peut imaginer des solutions pour agrémenter un peu ce lieu de travail. Alors, il y a des exemples que certainement vous avez déjà entendus ou que vous-même vous pratiquez, de faire livrer des courses, de faire livrer des petits déjeuners, donc s'occuper notamment des repas. Donc ça peut effectivement toucher les collaborateurs, mais aussi peut-être quels sont les services à domicile que on peut offrir. Ça peut alors, voilà, on pense évidemment au nettoyage, une femme ou un homme de ménage. Est-ce qu'on peut alléger les tâches domestiques de nos collaborateurs et donc est-ce que l'entreprise peut proposer des services chez l'habitant, enfin chez les collaborateurs pour les alléger un peu et donc leur apporter un peu de douceur dans cette situation critique. Parce que comme tu dis, ça peut créer du bien-être comme de la souffrance, puisqu'effectivement, et voire de l'indignation, de me dire que c'est moi qui dois assurer cette partie-là du travail, que j'ai d'ailleurs peut-être pas les bonnes conditions j'ai pas la pièce pour bien travailler, versus mon collègue qui est à la campagne et qui a de meilleures conditions que moi, donc ça peut créer de l'indignation, ça peut créer des problèmes dans les rapports, de l'envie, absolument. Donc cette idée de savoir déjà, donc de s'inquiéter de qui est dans quelles conditions. Déjà. Absolument, d'être conscient de ça, oui. Et tu mets souvent l'accent sur le fait aussi de la disparité des situations, c'est-à-dire des personnes qui sont seules seront plus en risque et si elles sont en plus dans des petits endroits, etc. Donc de veiller à ça. Et également pour du coup, les familles, surtout en ce moment, de s'assurer que c'est pas trop complexe à gérer et d'accorder peut-être des temps supplémentaires, en tout cas, déjà, de s'inquiéter de ça, de poser la question et du coup de proposer des compensations. Des compensations, donc c'est un peu ce que tu entends par de la compassion finalement, être attentif pour apporter de la consolation et donc des gestes affectifs qui vont faire que oui, je me sens du coup entendue, je me sens compris et du coup je vais faire un effort aussi et ça va dépasser peut-être cette difficulté émotionnelle que j'ai en ce moment. On voulait vous partager aussi l'exemple de WeMind qui est un de nos clients qui a par exemple réussi c'est un peu ce qu'on promeut aussi, c'est-à-dire prendre des occasions de célébration tout simplement pour apporter des marques d'affection et d'attention. Et là pour le coup c'était à l'occasion de la journée mondiale des droits des femmes où l'équipe fondatrice de WeMind a partagé donc, des bouquets de fleurs à tous les collaborateurs, hommes et femmes. Et c'était une petite attention qui est hyper sympa. Tout simplement, déjà, on a envie de la partager. Donc là, c'est une collaboratrice qui le partageait sur les réseaux sociaux. Et on se dit, on existe, c'est toujours pareil, on est considéré. C'est quelque chose qu'on aurait pu se dire de façon informelle entre collègues. Et on recréait ça. Et du coup, sur les réseaux, même sur nos outils, nous on voit sur CocoWorker, du coup c'est des occasions de se remercier ensuite, donc de créer de la gratitude. Donc c'est des petites attentions, mais qui peuvent faire beaucoup, peuvent toucher, finalement. qui montrent que voilà, il y a une attention, il y a une solidarité. Voilà, on reste connectés, on reste reliés les uns aux autres. Donc toutes ces occasions-là sont bonnes. Là, on peut être très très créatif. Là, on a donné quelques pistes, mais voilà, c'est d'abord diagnostiquer quelles sont les conditions du lieu de travail de chacun, vérifier que voilà, quelles sont les sources de gêne et d'environnement qui n'est pas satisfaisant, et voir qu'est-ce qu'on peut apporter éventuellement comme solution. Bien sûr, on ne peut pas forcément résoudre tous les problèmes, mais déjà avoir cette intention-là, de ce souci d'être au courant de la situation et essayer de prendre des initiatives pour essayer de l'amender, de l'améliorer, ça peut être tout de suite très touchant. Alors, il y a aussi comment dirais-je, le poste de travail, l'ergonomie du poste de travail, parce qu'effectivement, chez soi, on n'a pas forcément une chaise, on n'a pas forcément une table comme au travail. Qu'est-ce que l'on peut apporter aussi, qu'est-ce qu'on peut livrer pour faire en sorte que les gens qui travaillent chez eux ont une bonne ergonomie sur leur poste de travail. Ça peut être déjà aussi un moyen. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager si vous avez des exemples, des témoignages livrés par ou alors qu'il y avait un budget tout simplement pour pouvoir s'acheter le matériel qu'ils préféraient pour avoir de meilleures conditions de travail, tout simplement. Je pensais juste avant, pour notre exemple, sur
tout ce qui est le lieu, avec les agréments, enfin, les idées pour agrémenter le lieu de travail. J'ai April aussi, qui est un de nos clients depuis toujours, qui a envoyé des petits déjeuners un matin à tout le monde. Enfin, c'est vraiment trop chouette. C'est très bien. C'est des petites choses comme ça. Alors, bien entendu, aussi, il y a une autre chose aussi qu'on peut. Donc, on a passé l'outil de travail. L'outil de travail, mais ça peut être dans certains métiers, assurer que les gens ont un bon outil de travail pour bien faire le travail, c'est aussi une source de motivation et de bien-être ou une source de souffrance. Oui, absolument. Alors, oui, maintenant on arrive au contenu du travail, qui est quand même un des postes les plus importants sur lesquels on peut agir. En tant que manager, et c'est vrai que du coup, ce que tu proposais, c'est d'apporter plus de créativité, d'autonomie dans les tâches. Alors, il y a deux choses. En fait, on a le cas aussi où j'ai moins de travail avec la pandémie. Donc, ça peut être d'apporter des challenges, de créer des travaux aussi plutôt transversaux avec des personnes avec lesquelles j'ai peut-être pas l'habitude de travailler non plus, ou d'apporter plus de délégation sur certaines tâches. Après, on a aussi le sujet où parfois il y a une surcharge de travail. Donc ça peut être justement. Alors là, ça peut être de l'alléger, justement. Faire attention. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur le contenu du travail, sur la variété, comme on l'écrit là. Donc, d'essayer de diversifier les tâches pour éviter que les gens soient dans des routines et dans des tâches un peu monotones et répétitives. Donc, essayer d'apporter un peu de variété, leur demander de faire des choses un peu différentes, des tâches qui sont un peu créatives, qui leur demandent de réfléchir, de proposer des choses, d'innover. Et puis des tâches en autonomie, où on les responsabilise, on délègue des choses, donc on leur fait confiance. Ça aussi, ça peut être l'occasion de déléguer et de responsabiliser, de déléguer des tâches et de responsabiliser des gens, et donc leur donner plus d'autonomie et plus de responsabilité dans l'équipe. Donc tout ça, c'est des gestes de confiance et qui sont des bienveillances et qui permettent en plus de grandir en compétences, d'avoir l'impression d'apprendre des choses et de grandir dans son métier. Et c'est vrai que tout ça, on a besoin de le savoir avant en posant des questions. Enfin, pareil, on va pas demander, on va pas apporter peut-être plus d'autonomie et de délégation si on a des personnes qui ont du mal à gérer déjà leur charge de travail. Bien sûr, de toute façon, ça c'est apprécié au cas par cas. Et puis évidemment, veiller aussi à ce que les collaborateurs ne s'épuisent pas au travail, donc qu'ils fassent bien, je dirais, qu'ils posent une limite entre le temps qu'ils consacrent au travail et puis le temps, leur temps social, leur temps personnel, parce qu'effectivement, dans cette période, on peut avoir tendance à ne plus respecter ces temps. Et là aussi, c'est au manager de mettre des limites, notamment dans l'envoi des messages, de ne pas envoyer de messages après une certaine heure, par exemple 20 heures, entre 20 heures et 8 heures du matin. Voilà, a priori, il ne devrait pas y avoir d'échange de messages du collaborateur vers son manager ou du manager vers son collaborateur. De veiller donc à ce qu'il y ait un respect des temps personnels pour que quand même les gens aient une vie structurée, une journée structurée, comme ils l'auraient s'ils allaient au travail. Et éviter que certains surinvestissent sur le travail. Alors, c'est évidemment ambivalent parce que les gens seuls auront tendance peut-être à s'occuper par leur travail et donc à travailler beaucoup plus, peut-être travailler le week-end. Donc là, c'est à apprécier. Est-ce que ça peut être une bouée, le travail, et donc ça leur permet de ne plus penser à leur solitude et à passer le temps, ou est-ce que ça peut les amener à un surmenage et à un épuisement professionnel? Et donc là, il faut être vigilant et c'est cette bienveillance-là, en tout cas, qui doit être perçu par les collaborateurs, que le manager est soucieux de l'affectation de leur temps et de veiller à ce qu'ils ne s'épuisent pas au travail ou qu'ils ne surinvestissent. C'est intéressant aussi de mentionner l'importance de l'exemplarité ici, et même sur la surcharge de travail. On dit toujours, en avion, d'abord, il faut prendre le masque avant de le donner à son enfant, mais c'est-à-dire que même le manager doit veiller à son bien-être également, faire attention à ses temps de travail. Et donc ne pas dépasser non plus ses horaires s'il demande ça, en tout cas à ses collaborateurs. Oui, il doit effectivement montrer l'exemple et donc, par exemple, effectivement, ne pas envoyer de message après une certaine heure et inviter ses collaborateurs à respecter aussi ces règles. Donc, on a vu le lieu de travail, on a vu les outils de travail, on a vu le contenu du travail et forcément le quatrième point qui n'est pas le moindre, qui sont les relations au travail. Donc, évidemment, c'est là où le manager a une marge de manœuvre très forte parce en tant que manager, il a une capacité d'initiative beaucoup plus grande d'ailleurs que ses collaborateurs vis-à-vis d'eux. Il peut choisir quand il leur parle, combien de temps il va leur parler. Donc c'est lui qui est un peu le maître du temps et le maître de l'agenda. Donc il a une grande marge de manœuvre pour pouvoir personnaliser son management. Donc là, je pense que c'est vraiment le temps du management de la personne plus que du management de l'équipe, parce que le dispositif dans lequel nous sommes, qui est d'être écran contre écran, invite au tête-à-tête.
Donc c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour faire des tête-à-tête et justement où on peut justement échanger par le regard, par les expressions faciales, évidemment par la parole, en toute intimité, et on peut essayer de créer. Donc là, je dirais que c'est un moment où on peut essayer de tisser des liens personnels, passer plus de temps à se découvrir mutuellement, parce que le but aussi de ces tête-à-tête, c'est pas uniquement de connaître ses collaborateurs, mais c'est aussi que ses collaborateurs nous connaissent en tant que manager. C'est toujours dans les deux sens. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi donner l'occasion à ces collaborateurs de nous connaître mieux, pour savoir mieux comment nous prendre, comment nous comprendre, comment percevoir comment interpréter notre comportement. Donc, c'est une connaissance mutuelle. Et puis, ça fait lien, tu sais, avec notre insight qu'on avait fait sur la reconnaissance au travail, de se dire qu'aujourd'hui, pourquoi il y a un tel manque à ce niveau-là, c'est vraiment aussi lié au management. Le sentiment de reconnaissance au travail, c'était le sentiment d'importance et c'était le sentiment c'était d'être considéré par l'autre. Donc et d'appartenance, pardon. Sentiment d'appartenance. Et donc, le sentiment d'importance, c'est rien que le fait que mon manager me dédie même 30 minutes pour savoir comment je vais et juste pour parler d'autre chose que du travail et s'intéresser à moi, on a gagné 10 000 points et en fait, on a créé une relation beaucoup plus forte et que la personne lui partage aussi, oui, moi j'ai fait ça ce week-end, oui, tiens, on a des passions communes ou ma fille a le même âge que toi, etc. C'est tout bête, mais en fait, c'est ça, les relations humaines. En fait, oui, tu as très raison. Tu as vraiment raison d'insister sur ce sentiment d'importance qui va naître de ces moments privilégiés passés avec son manager et qui va donc aussi jouer sur le sentiment d'appartenance, parce que ça va ressurgir si je me sens important vis-à-vis de mon manager, je me sens vraiment appartenir à l'équipe, car c'est quand même le manager qui définit qui appartient à l'équipe et ça se juge à l'aune du temps qu'il consacre à chacun. On se sent plus appartenir si évidemment le manager nous consacre énormément de temps. Et ce genre de tête-à-tête va être un moment important pour pouvoir diagnostiquer justement le moral de chacun, parce que là, en tête-à-tête, dans une réunion d'équipe, je ne peux pas vraiment me rendre compte de l'humeur ou de l'état moral des gens, parce que je ne peux pas être attentif à chacun. En tête-à-tête, je suis complètement concentré sur une seule et même personne, je suis vraiment à l'écoute de tous les signaux faibles et des expressions du visage, parce que c'est souvent par le langage non verbal que l'on trahit justement un moral en berne, plutôt que par le verbal, parce qu'évidemment, on a tendance à toujours dire que ça va et que tout va bien. Et si en pouvant consacrer du temps à quelqu'un, on va pouvoir mieux discerner si cette personne est en détresse, a des soucis et dans une fragilité particulière. Et c'est là qu'à partir du diagnostic, on va pouvoir prendre des initiatives pour essayer d'apporter un réconfort. Et notamment, c'est là aussi l'occasion de pouvoir poser des paroles de consolation, d'encouragement, et ça c'est toujours bienvenu. Évidemment, si on constate qu'une personne a le moral en berne ou ne va pas bien, c'est là où quelques paroles d'un manager peuvent le réconforter et lui redonner le moral. Donc et là, on a un rôle. Juste le lien avec les enquêtes de satisfaction au travail. Il y en a de plus en plus, et c'est vrai on nous demande aussi même notre avis souvent sur qu'est-ce que vous pensez des Chief Happiness Officers, des choses comme ça. On a le sentiment parfois que parce qu'on a mis en place quelque chose comme un sondage de bien-être, c'est bon, on a pris le pouls et donc les personnes se sont exprimées et ça c'est fait. Maintenant on peut passer à l'action, mais au final c'est ce qu'on disait, c'est quand on nous demande comment ça va, on a tendance à répondre ça va même si ça ne va pas. Alors que dans un échange informel, lors d'une conversation, on va vraiment percevoir par la voix, parce qu'on connaît un peu l'autre justement, parce qu'on voit bien à sa tête que ça ne va pas. Et donc on va approfondir justement, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et, je veux dire, on va capter des signaux qu'on n'aurait absolument pas eu avec des sondages en ligne ou avec juste une action déléguée à quelqu'un d'autre. Donc je pense que c'est vraiment finalement une formidable opportunité pour remettre le rôle du manager au centre, à savoir cette connexion à l'autre et cette écoute. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse, mais je trouve que le non-verbal, c'était absolument clé ici. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vraiment le moment de creuser et d'apprendre à mieux se connaître, et surtout de pouvoir poser des actes de réconfort, de protection, pour rassurer, pour redonner de l'espoir, pouvoir projeter dans l'avenir. Il y a tout un discours qu'un manager peut tenir pour vraiment réconforter quelqu'un et l'aider à tenir dans cette période difficile.
au-delà des actions qu'il peut mener, évidemment, la parole est toujours réconfortante. Alors ça, c'est au niveau personnel. Après, il y a au niveau de l'équipe, il y a la possibilité de créer des nouveaux rituels pour donner des occasions de partage informelles. Donc pour évidemment là créer beaucoup plus de complicité, de connivence, de sentiment d'appartenance, absolument. Et donc là il y a des rituels qui existaient peut-être en présence qu'on peut continuer à faire en distanciel. Donc on a des exemples. Voilà. Bon, on avait mis un screenshot de notre Noël, mais il y a aussi on voulait présenter l'anniversaire d'entreprise de DreamQuark aussi, qui est un de nos clients, qui a organisé donc un cours de cuisine en virtuel, et c'est génial quoi, comme idée, et ça permet vraiment de souder les équipes, de partager un moment de loisir tout simplement sur son temps professionnel avec les autres, donc de se connaître, de se découvrir un peu différemment, et de créer cette expérience qui fait qu'on va s'en souvenir, et du coup on va avoir ça en commun et on pourra rebondir dessus. Enfin bref, le team building à distance, ça nous oblige finalement à être un peu créatifs, et après aussi finalement voir l'autre différemment, parce qu'on va le voir chez lui aussi, on va le voir cuisiner. Voilà. Il y a des exemples aussi, il y en a qui jouent de la musique, voilà, parce que s'il y a des musiciens, enfin voilà, toute occasion de loisir qui permet de partager un bon moment ensemble extra-professionnel va créer de la complicité et donc de la confiance et de la solidarité. Donc ça, c'est là, il faut que le manager soit inventif en connaissant les activités de chacun, ses hobbies à lui. Voilà, on peut même suivre un match de foot ensemble à distance. Il faut être créatif et il faut choisir évidemment des moyens qui nous ressemblent et qui partent de notre identité et qui sont donc authentiques et sincères, et essayer de faire des propositions à son équipe. Tout cela pour créer de la solidarité et renforcer les liens. Après, on peut aussi forcément parler de CoCoWorker. Donc, nous, on propose un nouveau rituel donc, de partage de paroles valorisantes qui permet forcément de renforcer la cohésion, puisque l'idée, c'est qu'on va développer des marques d'attention et d'affection les uns envers les autres. On demande à chacun d'être attentif sur ce qui se fait de bien et de le valoriser. Et parce qu'en plus, c'est transparent, chacun peut découvrir aussi les qualités des autres. L'idée, c'est vraiment de développer la confiance envers les autres, sa connaissance des autres et aussi sa connaissance de soi grâce au feedback positif qu'on nous envoie. Et ça, c'est vraiment le fait de le ritualiser. C'est ce qui permet de consolider, de s'assurer qu'à chaque fois, on revient, on travaille. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de formation. Hein, c'est qu'on se développe, on crée une habitude très saine finalement pour assainir les relations au travail et créer les conditions pour justement de la bonne collaboration et du bien-être. Et ça se pratique en fait. C'est pas 1 à 2 fois par an. Un team building, c'est génial, mais en fait, faut vraiment le voir comme de la gestion de projet où on a besoin de le faire régulièrement pour que tout se passe bien. Les relations humaines, ça s'entretient en fait, et ça s'entretient avec des paroles, des émotions positives. Donc c'est vraiment intéressant de le voir d'un point de vue personnel. Donc moi, en tant que collaborateur, ça me permet de me développer personnellement. Donc les retours positifs des autres m'amènent à mieux me connaître et à avoir confiance en moi. Et ensuite, le partage de ces marques d'affection et d'attention dans l'équipe font que je me sens appartenir à une équipe particulière. Et je me sens fière et je me sens bien avec les autres. Oui, et on cultive du coup l'admiration et la gratitude. Absolument. Parce qu'en envoyant des paroles de compliments, c'est-à-dire qu'on est attentif aux qualités des autres, et en le verbalisant aussi. Et en le verbalisant, du coup, je fais grandir en moi l'admiration parce que je prends davantage conscience des qualités et des réalisations des autres. En écrivant des paroles de remerciement, je cultive davantage ma gratitude parce que je prends d'autant plus conscience des services qui me sont rendus, de l'aide qu'on m'apporte, des dons que je reçois. Donc, je fais grandir en moi la gratitude et l'admiration. Et puis, les messages de compassion, les messages d'encouragement, d'excuses, quand parfois il peut y avoir des frictions dans les équipes. Ça fait grandir évidemment ma compassion, c'est-à-dire mon souci de la souffrance des autres, celle que je crée ou celle dont souffrent les autres sans que j'en sois Et c'est vrai que ça permet d'informer. En fait, nous, forcément, on l'utilise aussi chez nous. C'est-à-dire qu'on peut se partager des paroles de soutien. Donc, c'est pas que seulement de la gratitude et de l'admiration. C'est pas que des bravos et des merci. On s'envoie également des soutiens et des pardons. Et ça informe le manager déjà qu'il y a peut-être une personne qui a besoin d'être soutenue, en particulier en ce moment. Il y a une personne qui a été blessée.
enfin qui a peut-être été blessante envers quelqu'un d'autre, et essayer de comprendre pourquoi les rapports ont été durs et comment faire pour s'assurer que tout se passe bien en termes de mieux vivre ensemble. Et donc, c'est vraiment des indicateurs qu'on n'aurait pas eu à distance, en fait. Parce que c'est vrai qu'on peut vite sentir quand une ambiance est un peu, je veux dire, délétère ou un peu toxique, où il s'est passé quelque chose dans l'atmosphère, on le sent. À distance, c'est bien plus compliqué. Donc et en fait, d'ailleurs, il y a un terme pour ça, c'est du shadow, je ne sais plus quoi, mais en fait, il y a des personnes qui disparaissent, en fait. Qui disparaissent des radars, qu'on n'arrive plus à contacter, qui répondent plus. Et en fait, on a très peu de moyens d'action pour ça. C'est hyper dangereux. On dit la personne est en train de s'isoler complètement, on n'arrive plus à la joindre. Et donc, c'est absolument clé finalement de développer cette compétence d'empathie des uns envers les autres. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend et que ça s'entretient. Oui, et qu'on a des moyens d'action. Enfin, alors évidemment, ce n'est pas des baguettes magiques. Hein. Ça ne va pas forcément faire disparaître toute la souffrance dont les gens, que les gens ressentent. Le baume sur la blessure, et dans les situations de détresse, le moindre petite bienveillance, le petit geste d'attention prend une proportion, a tout de suite un impact disproportionné, parce qu'on est particulièrement touché quand on est en période de souffrance ou de détresse, des petites attentions. Donc elles ont un effet multiplicateur beaucoup plus important qu'en temps normal. Et donc, même des petits gestes peuvent vraiment toucher les personnes et les réconforter en profondeur. Et en fait, c'est une opportunité de créer cette habitude-là, parce que à chaque fois, on nous demande comment créer une culture du feedback, là, parce qu'on est à distance et que justement l'écrit est extrêmement intéressant et permet du coup de s'en rappeler, de consigner donc tous les moments positifs qui se vivent. C'est une opportunité parce que justement on n'a pas trop le choix, versus quand on est dans la vie d'avant, où on se disait souvent oui, mais de toute façon on se voit de temps en temps, on peut se dire merci, bravo de temps en temps comme ça à la machine à café, c'est suffisant. Là c'est vraiment une opportunité pour créer justement de nouveaux rituels de partage et faire que ça aide vraiment à l'amélioration des relations au travail. Pour relever son niveau d'attention aux autres, vraiment le faire passer à un état supérieur. Et alors, pour après essayer de le conserver, mais là, en ce moment, à circonstances exceptionnelles, attitude exceptionnelle. Et donc là, il faut que les managers sortent un peu de leur coquille et qu'ils soient beaucoup plus empathiques et qu'ils aillent plus au-devant des problèmes et des ressentis de leurs collaborateurs pour essayer d'y apporter des débuts de réponse, voire des solutions. Du coup, quelles sont les pratiques peut-être qu'il faudrait éviter? C'est une façon de placer les bonnes pratiques aussi. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Alors, comme on est à distance, on perd déjà la présence, on perd le toucher, on perd aussi les parfums, mais on perd aussi. Mais du coup, il nous reste quand même l'image, il nous reste la voix. Et donc, idéalement, ce serait bien d'allumer sa caméra pour pouvoir au moins échanger les expressions faciales, le regard, le sourire. Et donc, parce que il y a un certain nombre de personnes qui ne mettent pas leur caméra, et donc on ne sait déjà pas si elles sont vraiment attentives, si elles sont vraiment en train de suivre la réunion ou de suivre nos échanges. Et puis, c'est assez pauvre au niveau de l'écran de voir un écran noir avec un point. Donc, évidemment, là, le manager, il peut montrer l'exemple, c'est que lui, il laisse sa caméra allumée et il encourage ses collaborateurs à faire la même chose. Donc maintenant, en plus, il y a des systèmes où on peut mettre un fond d'écran. Parce qu'il y a aussi ça peut être de la pudeur aussi. Ça peut être de la pudeur ou de l'embarras de montrer son intimité, et donc on veut la cacher. Et donc là aussi, on peut mettre un écran, un fond d'écran qui permet de ne pas avoir à montrer son intérieur. Mais ça, je dirais, conserver les échanges par caméra, et donc les visages, ça me paraît essentiel pour justement être un vecteur d'émotion, parce que c'est par les expressions faciales qu'on se suscite des émotions.
Donc, quand je vois un regard, un sourire, une attitude, je vais en ressentir des émotions positives. Et donc, ça, c'est important de conserver ce lien. Et l'exemplarité est clé ici aussi, parce qu'en plus, elle est contagieuse. On l'a remarqué, nous, quand on faisait des échanges avec des clients, des prospects, c'est-à-dire qu'on dit, bah, OK, bah, nous, on va mettre la caméra, et du coup, bah, petit à petit, les personnes se sentaient un peu embarrassées de pas, Ouais. bah, de nous laisser seuls, en fait, Ouais. face à une nuée de petits points voilà, sans visage. Donc c'est assez. Enfin, essayez de votre côté, en fait, d'essayer de créer ce mouvement-là, même si vous n'êtes pas manager, parce que c'est contagieux positivement. Ouais. Et c'est beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. Même c'est vrai qu'à la fin, certains on en ras-le-bol quand on enchaîne en fait des visios toute la journée, hein, de se voir aussi. Mais bon, on se voyait aussi dans la vraie vie. Hein, oui, on était exactement dans la vraie vie, on se voit en permanence, du coup, on n'arrive pas à se dissimuler. Mais je trouve que c'est surtout ça, la difficulté, le risque, c'est vraiment cette culture du soupçon. Et en fait, tout le monde nous le dit. Hein, moi, je me demande si la personne en face nous écoute. Donc, en termes de confiance, après, c'est un peu complexe. Oui, c'est ça. Après, ça peut créer effectivement ce genre de pensée un peu du soupçon, en se demandant, mais finalement, est-ce que la personne est bien avec nous? Est-ce qu'elle est bien attentive? Est-ce qu'elle travaille? Donc là, c'est toujours pareil, hein, considération. Du coup, ce que je fais, ça sert à rien. Enfin, c'est tout bête, mais ça va créer après des mauvaises pensées. Et le dernier point, peut-être qu'on pouvait partager, c'était Alors, c'est valable dans tout contexte, hein, mais a fortiori dans ce contexte-là, des différences de traitement dans le management où certains collaborateurs perçoivent que le manager n'a pas la même attitude avec les uns, avec les autres. Il passe plus de temps, il a des temps justement, réservés pour certains, mais il n'en a pas pour d'autres. Donc, et puis dans les réunions d'équipe, la distribution de la parole, veiller à ce que tout le monde puisse participer, puisse donner son avis. Et justement, le manager, c'est lui qui donne la parole. Donc, c'est à lui d'aller chercher les personnes qui ne s'expriment pas pour leur donner la possibilité de s'exprimer et éviter que certains monopolisent. Donc, parce que toute différence de traitement, là, au niveau des émotions, peuvent créer soit de l'indignation, soit de l'envie, et qui, évidemment, peuvent après entraîner de l'irritation, une perte de motivation. Donc, veiller à être équitable, à être juste, donc dans les réunions de distribution de la parole, et puis dans les conditions de travail, essayer de voir comment il peut rééquilibrer les différences de conditions de travail entre ses collaborateurs, parce que là, ça pourrait faire naître éventuellement de l'envie entre collaborateurs. Donc, veiller effectivement toujours à ne pas créer des différences susceptibles de créer de l'envie entre ses collaborateurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire un traitement personnalisé, mais qu'il doit avoir à chaque fois le souci de rééquilibrer entre les attentions qu'il donne à l'un et les attentions qu'il donne à l'autre. Alors voilà de notre côté, donc on a essayé, on n'est jamais exhaustif, hein, mais en tout cas de vous présenter une vue d'ensemble pour nous de ce qui était important en tout cas autour du sujet, des moments clés, d'essayer de vous apporter des exemples un peu pratiques surtout. Après, c'est aussi un sujet, pour si vous voulez aller plus loin, on avait également fait un insight sur comment maintenir le lien à distance. Donc, il ne faut pas hésiter à le revoir pour avoir des infos un peu plus dessus. Alors, du coup, Geoffrey, peut-être que c'est des bonnes pratiques, Geoffrey, en fait, qui nous dit les rétrospectives à distance, faire des points, effectivement, hebdomadaires avec des outils numériques. Nous, par exemple, chez GoCoworker, tous les matins à 9h30, on a notre point d'équipe où on partage ce qu'on a fait la veille et les objectifs de la journée. En fait, on a une chaîne dédiée aussi où on partage les objectifs. Ça nous permet aussi à chacun d'avoir la visibilité sur ce qu'on a fait et de s'assurer qu'il n'y ait pas d'informations perdues. Et on fait en plus à 12h30 une pause informelle. C'est vraiment la pause café digitale où là, on ne parle pas de travail et on parle de notre week-end, etc. Et c'est tout bête, mais ça crée vraiment du lien. C'est des rituels, hein, c'est effectivement c'est mettre en place des rituels d'équipe et qui soient soit plus orientés travail, soit plus orientés vraiment convivialité
Donc, oui, les rétrospectives, il y a aussi, on avait l'exemple, c'était chez Human, les points de gratitude. Les points de gratitude. Les points de gratitude ou étaient, les points d'excellence qui sont chaque semaine, là, c'est chaque semaine. Effectivement. Donc, ça aussi, ça peut être une. Du coup, en fait, pour la petite histoire, donc, WeMind, c'est une assurance, la mutuelle d'entreprise, qui, à la base, organisait déjà, donc ils sont en total remote, donc total télétravail depuis le démarrage. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils avaient déjà entrepris de faire des points de gratitude. Donc, c'est des moments où chacun se partageait à l'oral des moments, des compliments ou des paroles, des remerciements, voilà, entre collègues. Et ils ont souhaité vraiment ancrer cette pratique-là et aller un peu plus loin en installant du coup CocoWorker pour partager ça de façon régulière et surtout créer cette habitude-là. Et en fait, il y avait aussi un enjeu avec ces points de gratitude, c'est que tout le monde apparemment ne se sentait pas non plus très à l'aise pour l'exprimer de façon orale. Et par écrit, ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent donc les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc ça permet de se commémorer tout ça, de consigner ces paroles valorisantes qui ont été échangées et du coup de renforcer ces liens affectifs, parce que je me souviens qu'il y a un mois, j'avais reçu une parole bienveillante de Lisa et du coup, il y a pu avoir des accrochages aujourd'hui, mais en fait, je ne vais pas lui en vouloir parce que je m'en souviendrai, etc. L'écrit est toujours plus élaboré de toute façon, parce qu'on choisit davantage ses mots, on formule, c'est beaucoup plus ciselé. Une parole écrite est toujours plus ciselée. Donc le compliment, le remerciement, l'excuse, on choisit chacun des mots et on les relit. Donc quand on envoie un message, il est beaucoup plus, en général, beaucoup plus précis, beaucoup plus dense et de plus grande qualité à l'écrit. C'est aussi un apport de l'écrit. En tout cas, merci à Mélanie de préciser qu'elle a utilisé CocoWorker et que ça faisait beaucoup de bien. Super. Donc, effectivement, il y a CocoWorker qui aide bien aussi dans ce cadre-là, particulièrement en ce moment. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, on mettra en ligne, je vais essayer de le faire aujourd'hui, donc la vidéo replay de cet échange-là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc, sur le thème de la créativité et de l'innovation. Lundi à 13h également. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur Eventbrite. On est toujours aussi à l'écoute si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus loin ou avoir notre avis sur une problématique que vous rencontrez, vous pouvez bien entendu nous joindre. Donc je vous mets mon email, donc c'est faustine@cocoworker.com. Écoutez, on vous souhaite une excellente semaine. On espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris de nouvelles choses. Et n'hésitez pas à partager donc, ces événements autour de vous. Et voilà, à revenir la prochaine fois. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous.